On refait un tout petit retour dans l'histoire, encore une fois. Longtemps, c'est l'armée taïwanaise qui a patrouillé les eaux et les cieux du détroit. Pourquoi? Parce que en 1949, quand les forces nationalistes font leur retraite vers Taïwan, ils ramènent leur aviation et leur flotte. Et l'armée populaire de libération, l'armée communiste, n'a pas ni d'avion, ni de pilote, ni de bateau, ni de marin. Sauf que la Chine, voilà, progressivement, a modernisé son armée, une armée qui a fini par dépasser en termes de moyens l'armée taïwanaise. Je dis tout ça parce qu'il n'a pas été dans la tradition stratégique, disons, de l'armée taïwanaise, d'adopter une stratégie de défense littorale, une stratégie de déni d'accès contre une force qui soit supérieure. C'était pas dans la culture de cette armée-là jusqu'à en fait il y a très peu de temps. Et donc c'est seulement vers 2016, 2017, 2018 que au final cette question de défense asymétrique, en gros faire une stratégie de faible fort qui cible les moyens maritimes et aériens de l'armée populaire de libération, soit en gestation. C'est une stratégie dont on a en fait paradoxalement commencé à parler aux États-Unis. C'était des propositions de chercheurs, mais c'est seulement il y a quelques années qu'à Taïwan, la chose a grossi. Et même durant ces années-là, on se rend compte que le général qui avait sorti cette stratégie qui s'appelait l'Overall Defense Concept, il est parti à la retraite. Pendant quelques années, l'armée est revenue en fait sur une approche plutôt marin contre marin, pilote contre pilote. En fait, Taïwan, c'est une île, elle est dépendante d'importations et donc elle a longtemps mis l'accent sur la protection de ses accès maritimes. En gros, il fallait une flotte qui puisse se projeter au loin, il fallait une flotte de chasse qui ait un certain rayon d'action pour protéger, en fait, pour garder la supériorité maritime et aérienne dans le détroit. Malheureusement, avec la montée en puissance de l'armée populaire de libération, l'armée taïwanaise a dû faire en partie le deuil de cette possibilité. Et donc de mettre vraiment l'accent sur une stratégie de défense littorale. Donc on l'a dit, asymétrie, missiles anti-navires, missiles anti-aériens, dispersement des forces, dispersement des stocks de munitions, décentralisation du commandement, mobilité de tout ça, et puis évidemment investissement dans les drones. Si on parle de la place de Taïwan dans les semi-conducteurs, je dirais que c'est pas du soft power. On est on est encore assez fortement dans le hard power, dans le sens où certains disent que cette industrie des semi-conducteurs à Taïwan est un moyen de dissuader Pékin. Je crois que c'est prendre le problème dans le mauvais sens. C'est un moyen plutôt pour Taïwan de montrer au reste du monde son importance au centre des chaînes de valeur mondiales et donc du risque que prendrait le reste du monde en ne faisant pas un travail de dissuasion vis-à-vis de Pékin, en ne faisant pas un travail de signalement vis-à-vis de Pékin, qu'une déstabilisation du détroit serait donc catastrophique pour tous et donc indésirable. Et ça, c'est le message que transmet Taipei aux capitales européennes en particulier, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est un message qui n'est pas dénué de vérité. C'est pourquoi en Europe et aux États-Unis, tout le monde essaye de s'arranger pour rapatrier la production de semi-conducteurs en Europe et aux États-Unis pour ne pas dépendre uniquement de la zone.
C'est un gros dilemme stratégique pour les Taïwanais, en effet. C'est pourquoi les Taïwanais refusent, ça ne les arrange pas du tout de partager les secrets de fabrication des puces les plus technologiquement avancées, évidemment. Maintenant, je ne sais pas combien de temps cet avantage que Taïwan a sur la fabrication des semi-conducteurs, combien de temps ça va durer. La Chine engage un effort gigantesque pour les rattraper, les États-Unis aussi. Voilà. Après, je pense qu'il faudrait résister à l'idée que la valeur de l'île, que la valeur de Taïwan se résume aux semi-conducteurs. Parce qu'au final, avec ce discours sur les semi-conducteurs, on a fini par oublier le cœur de la dispute et ce qui fait vraiment la valeur de Taïwan aux yeux des Américains et des Chinois, et qui est à mon avis la localisation stratégique de l'île. C'est pourquoi cette dispute est aussi ancienne. C'est un point d'accès stratégique pour les Chinois depuis 3 siècles. Voilà. Aujourd'hui, ils ont davantage les moyens de revenir sur cette vulnérabilité pour en faire un possible atout stratégique dans leur projection de puissance. Je ne peux pas dire en fait si, je crois que personne n'est devin, personne ne peut dire si un conflit militaire est crédible ou pas crédible. Ce que je peux dire par contre, c'est que tout le monde s'en inquiète, que personne ne peut exactement répondre à cette question. Tout le monde s'en inquiète parce que y a un glissement de l'équilibre des forces qui est en train de, un vrai pour le coup, qui s'opère dans le détroit de Taïwan, avec des investissements militaires chinois très soutenus dans des capacités de projection de puissance utiles pour agir, s'ils le voulaient, à Taïwan. Et en fait, le risque commence au moment où les Chinois vont juger que, conformément à l'ordre qui a été donné pour être prêt de manière capacitaire en 2027 à faire quelque chose, un jour jugent qu'ils ont la possibilité d'agir. Et là, en fait, c'est dangereux, puisque la stabilité du détroit commence à devenir la fonction d'un calcul bénéfice que eux vont faire. Et comme c'est eux qui ont un intérêt à prendre cette île, alors là, vous commencez à rentrer dans une zone d'incertitude et inquiétante à ce moment-là.